Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, merci de la confiance que vous nous renouvelez chaque semaine. On est ravis de vous accompagner dans la gestion de votre épargne. Chaque mercredi, vous le savez, on passe une petite heure ensemble en compagnie d'experts qualifiés pour explorer de multiples facettes de la gestion de patrimoine et vous aider finalement à faire fructifier vos placements. Alors au sommaire de ce 48e numéro de Cœur de patrimoine, on abordera d'abord l'or, cette relique barbare que Keynes aimait tant critiquer. Et en effet, lorsque l'avenir semble incertain et inquiétant, eh bien le métal précieux retrouve tout son attrait. On parlera également du marché de l'art comme option de diversification, état des lieux, perspectives, intérêt dans un patrimoine. Vous saurez tout. Et puis on terminera par l'immobilier neuf, l'occasion de démystifier notamment une idée reçue concernant l'achat de sa première résidence principale. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on commence donc, comme promis, en évoquant la question de l'or. Vous en avez sans doute pas mal entendu parler ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'il y a eu des cours qu'on avait rarement atteints. Jean-François Faure, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Cœur de patrimoine, PDG et fondateur de hautcoffre.com. Pourquoi est-ce que, je le disais en intro, pourquoi finalement cet or, cette once d'or, là, ces 30 petits grammes, pourquoi est-ce qu'ils font office entre guillemets de valeur refuge? Pourquoi est-ce que dès que l'avenir économique est un peu incertain, enfin économique ou géopolitique d'ailleurs, pourquoi tout le monde, entre guillemets, par réflexe se précipite sur l'or? C'est presque un réflexe pavlovien, mais en tout état de cause, l'or est une forme de langage universel de l'humanité. Et finalement, quand on ne comprend pas le monde dans lequel on se trouve, quand il est angoissant, inquiétant, on en revient aux choses que l'on comprend, que l'on maîtrise, et qui ne réserve pas nécessairement de mauvaises surprises. Et c'est un petit peu le cas de l'or, qui peut effectivement être oublié dans des périodes très porteuses. Moi, je me rappelle du début des années 2000, personne ne s'intéressait à l'or et tout le monde s'intéressait aux dot-com. Les dot-com se sont effondrés à l'époque. On a eu ensuite le 11 septembre 2008 et on a vu à ce moment-là l'or reprendre une place de réserve de valeur, d'anti-angoisse qu'il n'avait plus depuis quasiment une vingtaine d'années à l'époque. Et aujourd'hui, on est complètement là-dedans. Et on est tellement là-dedans que les records récents que l'on vient de battre sont même des records ever, c'est-à-dire des records de tous les temps, puisqu'on a battu le record de janvier 1980 où on était à $850 l'once. Et le $850 l'once de l'époque, c'était un $3300 d'aujourd'hui ramené avec l'inflation que l'on a actuellement. Alors, vous pointez du doigt la différence d'intérêt pour tel ou tel actif en fonction des périodes. Ça, on le comprend bien. Certains pensent ou se disent que l'or peut aussi servir à se protéger contre les fluctuations de marché. C'est vrai, c'est pas vrai? Vous avez des exemples? Alors, clairement, j'ai à minima 3 exemples plus ou moins récents. Le premier remonte à 2008, le suivant à avril 2020 et le tout dernier, là, ce début Parce qu'en ce moment, d'année. on pourrait se dire finalement les marchés montent aussi. Enfin, alors pas tout le temps, mais... Oui, alors... Bien sûr, je l'entends, les marchés montent aussi, mais ce sont pas des marchés qui montent d'une manière absolument sereine à 100%. D'accord. C'est-à-dire que on prend des positions qui peuvent être intéressantes, voire des fois opportunistes, mais en même temps, on n'est pas totalement naïf et on sait que ce sont des positions qui peuvent être fragiles. Donc, on se couvre avec de l'or. Ça, c'est ce que l'on voit en ce moment. Et cet or, on est bien content d'avoir pu l'acheter récemment. Je prends l'exemple récent du mini crack boursier, enfin qui n'était d'ailleurs pas mini du tout, suite aux annonces un peu erratiques de taxes douanières. Vous avez un marché qui s'effondre et en même temps vous observez le cours de l'or qui consolide pendant quelques jours, en fait clairement qui baisse pour ceux qui connaissent pas le terme. Et là ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, essentiellement d'ailleurs des robots de trading à 95% qui avaient acheté de l'or pour se couvrir et qui à ce moment-là le revendent en même temps que des positions plutôt très perdantes, par exemple des moins 15, des moins 20% sur par exemple du CAC, sur du SP500, etc. et qui vont l'équilibrer en revendant de l'or qui lui était plutôt gagnant de 20-30% en fonction de la période à laquelle il avait acheté. Et là, on voit un afflux massif d'or pendant une période de quelques jours qui permet à cet or de consolider, de reprendre des positions dessus. Donc c'est ça qu'il faut observer, c'est à la fois ces mouvements un peu micro à l'échelle d'une semaine et puis des mouvements un peu plus macro à l'échelle de mois, voire d'années. Et l'or aime bien jouer sur ces différents niveaux d'échelle.
Alors, maintenant, question très concrète, Jean-François Faure. J'entends vos arguments et je me dis, tiens, oui, je veux avoir un petit peu d'or dans mon patrimoine. Comment je fais ? Il faut forcément que je revienne à l'ancienne avec des louis d'or, parce que le lingot, il faut déjà avoir les moyens, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les valeurs minières, il y a des ETF. Enfin voilà, quels sont qu'est-ce qu'on peut choisir pour se dire, je mets X% d'or dans mon patrimoine. Bon, alors je suis un peu obligé quand même de tous les citer, parce que chacun a potentiellement un intérêt, mais tout dépend en face de qu'est-ce qu'on veut mettre en face. Je vais déjà parler de quelque chose qui n'a pas été évoqué, ce sont les bijoux. Alors, les bijoux ne sont pas intéressants si on doit soi-même les acheter, sauf pour se faire plaisir, parce qu'on va payer de la TVA de la façon. Mais si, par exemple, il vous arrive que l'on vous en offre, ou vous en héritez, eh bien, ces bijoux sont déjà une épargne en soi. Vous n'avez pas eu à la payer, donc vous n'avez pas eu à subir une perte sur ce que vous détenez. C'est-à-dire que vous recevez des bijoux, qu'est-ce qu'ils valent ? Ils valent la valeur de l'or qu'ils contiennent. Donc ça, c'est déjà une première épargne, et que limite, on ne vendra qu'en cas de coup dur, en toute cette cause. Moi, je pense ce n'est pas une bonne idée de les revendre immédiatement pour partir en voyage avec. Enfin, en tout cas, dans le contexte dans lequel on se trouve. Vous avez aussi de l'or on dira un peu dématérialisé, ce qu'on appelle l'or papier, par exemple les ETF. Les ETF, c'est très intéressant quand on est sur ce profil de personnes qui veulent, par exemple, en acheter le matin, je caricature à peine, pour le revendre à midi, ou au pire, le revendre le soir, voilà. Ou d'autres modèles d'or qui peuvent être encore plus dématérialisés, des CFD, etc., qui vous permettent même de jouer l'or à la baisse. Ça peut être très intéressant, mais il faut être un peu plus averti, un peu plus professionnel. Et il faut savoir que la contrepartie n'existe pas toujours, voire même rarement, parce que dans le cas de ces supports papier dématérialisés, vos intermédiaires savent que dans 80% des cas, vous êtes perdant. Parce qu'ils vous connaissent, ils savent que vous êtes émotif, donc vous êtes plutôt perdant, et donc ils ne donnent pas une couverture maximale. C'est plutôt même, dans le cas des ETF, plutôt de 1 pour 300. Donc vous voyez, le compte n'y est pas nécessairement, mais c'est pas grave. On sait qu'on est sur une période de très court terme, donc ça peut être intéressant si on veut jouer le 0,5% de gain dessus. Après, vous avez les fameuses minières, et ça, c'est vrai qu'il faut en parler un petit peu, sauf que les minières, on n'est pas là pour jouer le cours de l'or. En fait, les minières, on est plutôt là pour jouer des entreprises, des industries, dont effectivement le cœur d'activité est l'or, mais pas que d'ailleurs, souvent il y a des métaux qui sont associés, l'argent métal, le cuivre, enfin tout ce qui se trouve en même temps que de l'or. Et là, on va plutôt jouer la santé de certaines entreprises, les évolutions dans le temps que l'on prévoit pour elles. D'ailleurs, qui sont souvent des entreprises étrangères, anglaises, oui, systématiquement, les françaises n'existent plus. Et sans donner de conseils, là, il vaut mieux plutôt s'intéresser quand même au top 5, les Newmont, etc., qui vous permettent quand même d'avoir des sociétés qui aujourd'hui ont quasiment réglé leurs problématiques de passage à la transition écologique, qui sont parce pour certaines... cette problématique-là. Ah oui, c'est une grosse problématique, et certaines sont quasiment au bord des fois de la faillite à cause de ce genre d'enjeux qu'elles n'ont peut-être pas pu régler, ou elles sont au milieu du gué, etc. Donc là, les géants, eux, ont passé à peu près le cap. Donc voilà, on rentre dans quelque chose qui peut être intéressant, mais là encore, c'est pas vraiment l'or, c'est plutôt des entreprises. D'accord. Et donc pour finir, on va parler de l'or physique. Voilà, c'est peut-être l'or. Donc ce sont les pièces de collection entre guillemets. Alors moi, j'ai pas parlé de pièces de collection parce que c'est encore autre chose. Les pièces de collection, c'est vraiment dans cette logique de collection, c'est-à-dire que vous allez acheter, je sais pas, une base or 100 francs. Ok, alors c'est une pièce de collection. Elle vaut facialement à peu près 2500 euros. Et vous avez dedans peut-être 1000 euros, même pas 1000 euros d'ailleurs, vous avez 500 euros d'or, puisqu'elle a à peu près le même poids qu'un Napoléon. Donc là, ça, c'est la vraie pièce de collection qu'on achète pour se faire plaisir. Bon. C'est un peu comme les œuvres d'art. Mais c'est pas de celle-là dont moi je vais parler. Moi, je vais plutôt parler des pièces qui sont finalement courantes, qui valent à peine plus que l'or qu'elles contiennent. Et là, on va plutôt parler de Napoléon 20 francs, les souverains britanniques, les pièces internationales qui circulent plutôt bien, donc les Krugerrand, les Eagle américains, Maple Leaf, etc. Même des pièces qui peuvent être frappées par des acteurs privés. Nous-mêmes, d'ailleurs, on en fabrique, les verres à valeur, par exemple. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes parce que le poids de l'or est à peu près respecté dans son prix. Et ça, c'est pas mal. Et sur le coup, notamment par rapport aux lingots, qui est un vrai sujet, parce que des fois, il y a des gens qui ont les moyens d'acheter des lingots, mais ce n'est pas parce que vous avez la possibilité ou les moyens que vous devez le faire. Le problème du lingot, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, allez, pour résumer, il est à peu près à 100 000 euros. Mais ces 100 000 euros, peut-être que dans 10 ans, c'est 200 000.
est-ce que vous avez vraiment, à un moment donné, envie de vous rendre liquide sur une valeur aussi importante? Mais on peut pas le fractionner. Mais non, on va pas le couper avec un couteau à beurre, quoi. Donc là, c'est pas Et certains proposent des lingots plus petits, des lingotins, etc. Alors là, effectivement, mais là, on aborde le pire du pire. D'accord. Puisque les fameux mini-lingots que vous appelez lingotins, mais c'est une marque, ces mini-lingots, vous avez le pire des deux mondes. C'est-à-dire que lorsque vous les achetez, qui sont plus ou moins neufs, vous payez la façon sur ces produits. Ah. Donc comme ils sont petits, et plus c'est petit, plus c'est cher dans ce genre de milieu, parce qu'il faut les fabriquer, il faut les frapper, et que vous frappiez ou que vous couliez quelque chose qui fait 10 grammes ou qui fait 1 kilo, globalement, c'est à peu près le même travail, voire même des fois, c'est pire, plus c'est petit. Donc là, vous allez payer ça très cher. Sauf que quand vous le revendez, comme les lingots, c'est plutôt du no brand, c'est-à-dire la marque, personne ne la connaît, tout le monde s'en fiche, quoi. Autant Napoléon, on voit à peu près, il n'y a pas de directeur marketing du Napoléon, mais globalement, quand ça a été frappé, ils ont bien fait le boulot. Aujourd'hui, sur les lingots, on ne sait pas vraiment pourquoi plutôt celui-là plutôt qu'un autre, et donc vous n'avez pas cet effet de marque. Comme vous n'avez pas cet effet de marque, à contrario, quand vous allez le revendre, personne ne désire spécifiquement votre mini-lingot. Et au final, il va être acheté à peu près le même prix qu'un lingot de 1 kg. Donc vous l'avez payé plus cher à l'achat et vous allez le revendre au même prix à la revente. Alors qu'un Napoléon ou une pièce qui va être demandée à un instant donné, alors plutôt dans des périodes un peu de tension, moi je me rappelle de fin 2008, ou typiquement pendant le grand confinement. Là, vous avez ces fameuses pièces, les Napoléons et les 20 francs suisses, les pièces un petit peu connues, qui vont potentiellement valoir beaucoup plus que l'or qu'elles contiennent, parce qu'à ce moment-là, tout le monde en veut. Oui, c'est ça. Et ça compte. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de prime. Je me rappelle spécifiquement de septembre 2008. Cédric, je sais que vous vous en souvenez, vous aussi. À ce moment-là, un Napoléon valait 50% plus cher que l'or qu'il contenait. Un demi-Napoléon, 100% plus cher. Donc des pièces qui, en d'autres époques, pouvaient s'acheter juste le prix de l'or, à ce moment-là, pouvaient quasiment se revendre 2 fois le prix. Voilà quelques bonnes idées. Puis avec en creux, en plus, vous avez anticipé ma question suivante. Toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre si on a envie de se plonger dans ce type d'investissement. Vous mettriez quelle proportion de votre portefeuille d'investissement diversifié pour un particulier en or? Et est-ce que j'ai envie de dire, c'est comme en bourse, est-ce qu'il y a des profils plus ou moins or? Oui, alors, en fait, là, la diversification, ça commence quand on a 2 actifs. Et donc, l'or peut être ce deuxième actif. Et généralement, quand l'or est le deuxième actif, le premier, c'est plutôt l'euro. Et voulant dire que quand vous êtes très exposé à l'euro, exposé à votre banque, exposé à votre zone économique, donc nous, voilà, la zone euro, voire des fois, par effet ricochet, exposé même au dollar, eh bien finalement, l'or est plutôt là pour protéger fortement des effets néfastes qu'on peut subir sur sa propre monnaie. Donc là, dans le cas de l'euro, ça peut être de l'inflation, ça peut être indirectement des taux d'intérêt qui vont dans un mauvais sens, etc. Et donc là, à plus forte raison, si on a une petite épargne, voilà, je sais pas, vous avez sur votre compte à vue l'équivalent d'1 ou 2 salaires, sur un livret A, vous avez peut-être l'équivalent de 2-3 salaires. Mais là, avoir 20% d'or n'est pas une erreur en soi, parce que ça va être le seul actif qui va vous protéger de ce que vous pourriez subir de manière néfaste sur vos euros. A contrario, vous avez une épargne vaste et diversifiée. Quand je dis vaste et diversifiée, vaste parce que vous prenez la somme de tout ce que vous avez, voilà, vous dépassez le million ou les millions d'euros. Vous avez de l'immobilier, donc qui sur le coup a un cycle différent de celui de la monnaie, que ce soit l'euro ou autre chose. Vous avez même peut-être des actions, des obligations, vous êtes même un peu encanaillé sur les cryptos. Ben moi je dirais que 5% sur l'or peuvent suffire, parce que tout simplement cet or n'aura pas besoin de régler tous les problèmes en même temps. Si vous avez un problème sur vos euros, peut-être qu'en même temps, votre assurance vie peut régler une partie des problèmes, peut-être que votre immobilier peut vous aider, peut-être même que vos cryptos, en fonction du cycle dans lequel vous êtes, pourront vous aider. Et donc là, l'or n'aura pas à se battre sur tous les fronts, et il pourra cibler sur le problème du moment. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est diversification et largeur de son épargne. Avant de terminer par un petit mot des solutions que vous proposez, et notamment de voir comment est-ce qu'on peut acheter de l'or, etc. Vous venez de parler des cryptos. En un petit instant, on dit souvent, tiens, le Bitcoin, par exemple, c'est l'or des millennials, etc. Comment est-ce que vous le percevez, vous,
ce Bitcoin, ces cryptos, cette blockchain, Alors moi, le Bitcoin, je le perçois très bien et j'en fais même une distinction par rapport aux autres cryptos. Parce que pour moi, le Bitcoin, dans ses fondamentaux, alors il n'a pas la matérialité de l'or, on est bien d'accord, parce qu'il n'a pas une nature matérialisée, il n'a pas une matérialité physique. Pour autant, moi, je le considère tangible, puisque lui, ce n'est pas une résolution chimique ou physique qui fait sa nature exceptionnelle, c'est la résolution d'une équation mathématique qu'aujourd'hui, en l'état, on n'est pas capable de casser. Donc ça a un vrai intérêt qui d'ailleurs crée une forme de point commun avec l'or, y compris sa nature un petit peu rare dans le futur. Donc il y a quelques éléments intéressants. Pour autant, le Bitcoin est jeune, et acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est comme si on avait acquis de l'or il y a 5000 ans, c'est-à-dire on est un peu au début. Il faut laisser les choses se stabiliser et je pense qu'il s'écoulera encore quelques années avant que l'on puisse ramener la valeur du Bitcoin à une volatilité acceptable. Et je dirais une volatilité acceptable, c'est la volatilité d'une devise. Prenez la livre sterling, par exemple, elle a une volatilité assez proche, par exemple, de celle de l'or. Mais tout simplement, ce sont des monnaies ou des quasi-monnaies. Bien, le jour où le Bitcoin est à ce niveau-là, ça sera très intéressant parce qu'on pourra se dire, voilà, il est rentré dans cette classe d'actifs que sont les devises ou les monnaies et on pourra, entre guillemets, le détenir comme tel. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt, mais pour autant, c'est un petit peu tôt. N'est-ce pas maintenant qu'il faut se prendre le risque? Exactement. Et voilà, même s'il a déjà beaucoup monté, etc. Oui, mais où est le plafond? Bon, on termine juste avec Au Coffre, parce que quand on veut acheter de l'or, on le sait, alors ici à Radio Patrimoine, on est tout à côté de la bourse et de nombreuses échoppes dans lesquelles on peut acheter de l'or, mais voilà, les gens parfois se posent la question, mais pourquoi celle-ci, pourquoi pas telle autre, pourquoi est-ce que le prix n'est pas exactement le même, pourquoi est-ce que le prix à l'achat n'est pas le même que celui à la vente, enfin voilà. Vous, qu'est-ce que vous proposez exactement quand un auditeur qui nous aura entendu ce matin et qui se dira, tiens, je suis assez convaincu, mais alors comment je fais pour acheter de l'or, que ce soit des ETF, que ce soit des minières, que ce soit des pièces, enfin voilà. Qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Au Coffre? Nous, aujourd'hui... Comment vous accompagnez les investisseurs? Alors, nous, aujourd'hui, dans une posture qui veut mélanger deux univers et de la meilleure manière possible, en tout état de cause, ça fait 15 ans qu'on tente d'y arriver, c'est de mélanger le digital pour l'aspect transactionnel. Et moi, quand j'ai imaginé le service Au Coffre, là on était en 2006-2007, moi c'est ce qui me manquait à l'époque, c'était un service digital qui permette d'acheter de l'or physique dans des bonnes conditions, quelle que soit l'heure de la journée ou même de la semaine, et que l'on n'ait pas de problème au moment de la revente. Et qu'entre les deux, on puisse avoir prouvé la date, la valeur d'achat, enfin plein de choses qui comptent dans le monde de l'or et qui sont des fois un petit peu compliquées en boutique. En tout cas, ça avait été mon constat à l'époque. Et moi, qu'est-ce que j'ai constaté aussi, et là j'en reviens à l'histoire du grand confinement, c'est que quand vous avez une forme de blackout un petit peu intense, à cette époque-là, typiquement, les boutiques étaient fermées. Donc vous ne pouviez ni acheter, ni surtout vendre. Vous étiez chez vous, vous ne pouviez même pas sortir. Et puis, si vous aviez voulu sortir pour aller dans votre banque, accéder à la chambre forte où il y avait vos pièces et vos lingots, qui étaient bien vos pièces et vos lingots, mais cette chambre forte était fermée. Or, l'or, on ne l'achète pas juste dans l'optique de l'acheter, on l'achète pour le revendre de la meilleure manière au moment le plus compliqué qui soit. Et ça peut être en plein confinement. Et ça peut être justement en plein confinement. Et c'est là où justement des services comme Au Coffre, et on a quelques confrères aussi, où on a pu montrer en fait la totale plénitude d'un service comme le nôtre, c'était de pouvoir agir au moment où tout le reste n'était plus envisageable. Et c'était vraiment, nous, la réponse qu'on voulait apporter. C'est 24 heures sur 24. Vous pouvez acheter et vendre de l'or physique qui est stocké en coffre de haute sécurité, audité même par nos clients, par des auditeurs externes. Donc, l'idée, c'est bien de prouver aussi que l'or est là. Que l'or est là, oui. Exactement. Merci beaucoup Jean-François. Merci Cédric. Jean-François Faure, aucoffre.com, dans Cœur de Patrimoine. Nous on continue sur ce numéro quasi spécial diversification, puisque dans un instant, on s'intéresse au marché de l'art. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on s'attaque donc maintenant à cet autre marché de diversification, le marché de l'art. Et un des meilleurs spécialistes nous accompagne ce matin, c'est Arnaud Dubois. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric Decoeur. Merci d'être au rendez-vous, cofondateur de Matisse. Alors vous revenez tout juste de New York, où il y a eu des ventes, des foires hyper importantes pour le marché. Et grâce à vous, on va tout savoir.
fraîchement de New York, avec encore un petit peu de décalage horaire sous les yeux. C'est une période tout à fait importante, puisqu'il y a 2 grandes ventes qui ont lieu à New York, les ventes de mai et les ventes de novembre, 2 fois par an, le pouls du marché de l'art. Nous sommes à des moments où il faut acheter, d'autres moments où on vend. Là, c'est un moment où les sociétés de vente aux enchères ont réuni un ensemble de pièces dans un but de vendre, et les résultats ne sont pas si mal que ça, puisqu'il y a eu 1,2 milliard de dollars de transactions dans la semaine, un résultat qui est plutôt bon dans un monde qui est plutôt chahuté, et les résultats, lorsqu'on les compare à l'année dernière, sont exactement les mêmes. Donc, je vous rappelle que la fortune de Carmignac ne s'est pas faite sur ses profits, mais lorsque tout le monde a fait des pertes, il a fait 0. Un marché qui fait pas beaucoup plus ni beaucoup moins quand les autres dévissent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a des tendances particulières, des œuvres qui se sont distinguées et qui peuvent alors soit susciter l'intérêt ou la curiosité d'auditeurs, investisseurs Oui, lorsqu'on regarde la segmentation, les 2 grandes sociétés de vente aux enchères, je vous apprends rien, sont détenues par 2 Français, Patrick Drahi pour Sotheby's et François Pinault via sa filiale Artemis Christie's. Il se trouve que, quand on regarde plus précisément les 1,2 milliard, Christie's est la grande gagnante, puisqu'elle vend pour 700 millions de dollars d'œuvres d'art et 500 millions de dollars d'œuvres d'art chez Sotheby's. Lorsqu'on regarde un petit peu plus précisément, qu'on analyse les chiffres, on se rend compte que si Sotheby's a 20% de moins de produits de vente par rapport à l'année dernière à la même époque, il y a 10% de plus chez Christie's, et ça s'explique pour une très bonne raison. Christie's a su sortir de belles collections, donc il y a toujours l'idée de la provenance d'une œuvre qui compte beaucoup, mais aussi le prix transactionnel moyen. Sotheby's vend 644 lots contre 564 chez 644 lots chez Sotheby's contre 564 chez Christie's. C'est 100 lots de moins chez Christie's, et c'est pourtant 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en plus. Comme et là, vous me voyez arriver, et c'est très contre-intuitif. Ce n'est pas parce que c'est pas cher que c'est un bon investissement. Les œuvres qui ont performé et celles qui tiennent à travers le temps sont celles des chefs-d'œuvre, celles des œuvres qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Il y a beaucoup plus de clients pour acheter des tableaux de Picasso à 2 millions qu'il y a de clients pour acheter des œuvres à 50 000 euros d'un artiste moins connu. C'est la même chose dans l'immobilier. On retrouve des éléments comparables dans plein d'autres marchés. Il se trouve que le marché de l'art ne déroge pas à la règle. Est-ce que, quand on sort de cet événement, puisqu'on a bien compris, grâce à vous, qu'il y avait ces 2 temps forts sur le marché de l'art, est-ce que du coup, la vision qu'on a du marché de l'art est un peu influencée, changée, justement en se disant, voilà, on est en train de prendre telle direction ou... Alors, il se trouve que, d'abord, le marché de l'art, c'est un marché qui est mondial. Lorsqu'on parle du marché de l'art, lorsqu'on parle du marché de l'immobilier, on parle souvent d'un marché régional, parce que c'est un marché qui, par définition, est un marché qui est local, un marché d'habitation. Il se trouve que le tableau de Warhol ou de Picasso, on ira l'acheter et le vendre un peu partout dans le monde, ce qui en fait par définition un marché mondial. Alors lorsqu'on regarde ce marché mondial, il y a des segmentations de marché, d'abord de temporalité, la période ancienne, la période moderne, la période contemporaine, et des segmentations de prix. Il est incontestable que le marché qui surperforme est le marché des chefs-d'œuvre, le marché des œuvres chères, on a affaire à un marché qui est beaucoup plus picky. C'est un marché qui est plus sélectif. Tout ne se vend pas, mais si vous avez la bonne œuvre, c'est-à-dire l'œuvre d'un artiste important, au bon prix, vous la vendez à tous les coups. D'ailleurs, les résultats de vente aux enchères ont amené des taux de vente qui étaient entre 90 et 91%. 9 pièces sur 10 à trouver preneur, ce qui est un très bon résultat. Donc, en fait, les segments, pour reprendre votre vocable, entre guillemets, les segments qui fonctionnent, ce sont ceux... C'est terrible. C'est terrible en le disant, il faut être une œuvre importante d'un artiste fondamental du XXe siècle. Et je précise sur le XXe siècle, puisqu'une œuvre sur 2 vendue dans le monde a été réalisée après 1945, et une œuvre sur 2 dans le monde a été réalisée par un artiste américain. Si vous avez une œuvre de Calder à 1,5 million de dollars, vous êtes pile dedans. Bon, vous nous avez dit, le marché, il a fait, entre guillemets,
à peu près ce qu'il avait fait l'année dernière. Oui. Et en ce sens, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'a pas l'excès, ni dans un sens, entre guillemets, ni dans l'autre. Vous le voyez évoluer comment, entre guillemets, dans les prochaines années, si tant est que votre boule de cristal soit suffisamment briquée? Je vais ressortir le marc de café. Alors, malheureusement, je pense que c'est un marché qui va continuer à s'accentuer de la façon dont il a pris le chemin. Les œuvres à moins de 50 000 $ vont trouver de moins en moins preneurs, ou alors elles vont trouver une nouvelle catégorie d'acheteurs. Je vous donne un exemple. Vous avez un acheteur sur 2 en vente aux enchères l'année dernière sur les ventes online qui sont des nouveaux acheteurs. Donc, on voit apparaître une nouvelle catégorie d'acheteurs qui, elle, est moins éduquée, connaît un petit peu moins l'œuvre. Les œuvres, elles s'essaient à l'acquisition, et on a affaire à un marché qui est un petit peu nouveau et qui risque de changer, puisque ces petits collectionneurs deviendront grands dans les années futures. Il se trouve qu'on a affaire à une catégorie un petit peu à part, mais malheureusement, pour le moment, elle est encore à part, parce que ces œuvres à moins de 50 000 $, qui concentrent plus de 92% des œuvres en volume, ne représentent que 15% du marché de l'art mondial en valeur. En d'autres termes, un marché qui sera sécurisant pour son propriétaire, qui sera plutôt liquide et potentiellement génératrice de plus-value. Ça sera le marché des artistes du XXe siècle, entre 500 000 et 5 millions d'euros. Bon, ça fait quand même donc une somme à être capable de mettre sur la table pour investir. Et c'est peut-être là aussi que vous arrivez avec Matisse. Est-ce qu'on peut dire un mot justement sur la proposition de valeur que vous proposez aujourd'hui aux épargnants? Alors, le marché de l'art a depuis toujours été considéré comme n'étant pas un marché d'investissement, et pour une très bonne raison. C'est un marché qui nécessite de l'expertise, des moyens financiers conséquents et du réseau. Il se trouve que les gens qui sont capables de capitaliser ces 3 qualités, eh bien, sont soit des grands marchands d'art qui ont des moyens financiers conséquents et depuis longtemps, soit des très grands collectionneurs dans le monde qui, de toute façon, lorsqu'ils investissent dans un tableau de Warhol, de Picasso, de Soulages, de Kusama, en fait, ils ont 15 millions d'euros pour pouvoir se diversifier et acheter des œuvres qui sont suffisamment consistantes en qualité d'investissement. Et pourquoi est-ce qu'il est impossible de se positionner sur ce marché autrement? Parce que dans un marché d'expertise, malheureusement, si vous n'avez pas en plus de ça les moyens financiers qui sont alloués, eh bien, vous ne jouez même pas. L'importance de l'activité, en tout cas, l'intérêt de notre activité a été d'atomiser l'actif, a été de proposer des investissements en club deal pour nos clients et de leur donner accès à une qualité d'investissement incomparable à partir de 20 000 euros. Ouais. L'idée n'est pas de pouvoir accrocher l'Andy Warhol dans son propre salon. On parle d'investissement pur. On est d'accord. On parle d'investissement pur. Que les choses soient claires. Et du coup, comment est-ce que vous vous intégrez, entre guillemets, dans ce monde de la gestion de patrimoine? Alors d'abord de manière régulée, puisque nous avons obtenu en novembre 2023 notre agrément délivré par l'AMF, qui est un agrément PSFP, qui nous permet de faire de l'investissement fractionné. Donc on crée des sociétés dédiées pour nos amis financiers, on appellera ça un SPV, Special Purpose Vehicle. On a affaire à un véhicule dédié. Chaque société possède une œuvre d'art. À partir de là, on ouvre le capital de la société, on va dire ça comme ça, on n'ouvre pas vraiment le capital, on émet des obligations, mais l'idée est là. À partir de 20 000 euros, nos clients ont accès à des qualités d'actifs incomparables auxquelles on leur fait profiter notre expertise et nos réseaux. Bon, j'imagine qu'il n'y en a pas toutes les semaines, mais vous avez quelques exemples à donner? Il y en a toutes les semaines. Il y en a toutes les semaines. On collecte un petit peu plus d'1 million d'euros par semaine. À la fin de l'année, on espère générer à peu près 60 millions d'euros de collecte. Bon, ça nous fait une pièce à 1,5 million tous les semaines et demie, tous les 10 jours, tous les 15 jours. Ouais, tous les 10 jours. Et quelque alors, chose comme ça. Quelques exemples? On en a fait beaucoup, on a fait beaucoup d'acquisitions, mais on a fait surtout beaucoup de cessions. Je me permets de vous rappeler qu'il y a 2 façons de gagner de l'argent dans ce marché. Soit vous spéculez sur l'augmentation de la valeur future, soit vous battez le marché à l'acquisition. Toujours pour revenir au marc de café ou à la boule de cristal, on n'en a pas. Le café, on le boit. La boule de cristal, on lit assez mal dedans. On essaie moins de spéculer sur l'augmentation de la valeur future des œuvres,
mais de battre le marché à l'acquisition. En somme, ça serait comme acheter 7 000 € du prix du mètre carré quand le prix du mètre carré est à 10. Donc battre le marché à l'achat, ça nous garantit le plus de sécurité potentielle, le plus de liquidité aussi, puisque on a une capacité à revendre des actifs dans des délais qui sont plutôt courts. On a un grand nombre d'œuvres qui sont sorties, qu'on a débouclées, donc les sociétés sont liquidées, l'argent est restitué pour les investisseurs. Beaucoup d'œuvres ont été sorties avant une année de détention, avec des rentabilités à 2 chiffres. C'est à peu près ce qu'on vise. On vise 80% des ventes dans les 2-3 premières années, donc avec des rentabilités entre 12 et 18%. On va dire que ça reste quand même un produit assez liquide. Alors, il est beaucoup plus liquide que le marché de l'immobilier, il est moins liquide que le marché financier, il est pour moi beaucoup plus sécurisant qu'un marché financier. Je veux dire, c'est un marché qui ne fait pas faillite. Notre société est jeune, mais les actifs sur lesquels on se positionne peuvent être centenaires. Le marché de Warhol a 120 ans. Le marché de Picasso, pardon, a 120 ans. Quel conseil vous pourriez donner ce matin à un investisseur qui se dit, bon, bah voilà, les ordres de grandeur de tickets d'entrée dont a parlé Arnaud, c'est à peu près ce que j'ai envie de mettre pour diversifier un petit peu mon portefeuille. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil à cet auditeur ou à cette auditrice ? D'abord, je lui dis, j'essaie de lui faire comprendre, ou en tout cas, j'ai besoin qu'il accouche de cette compréhension de pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ce marché. On s'intéresse à ce marché pour 3 raisons. Des raisons artistiques, des raisons sociales et des raisons financières. Les raisons sociales, on dit souvent qu'en dessous de 100 000 € on achète pour soi et au-dessus de 100 000 € on achète pour les autres. Les raisons artistiques, vous avez presque pas besoin de nous. Allez dans les musées, allez dans les galeries, regardez, lisez des livres, renseignez-vous et vous allez vous piquer de passion, je n'en doute pas, pour les œuvres d'art. Ensuite, lorsque vous intéressez à ce marché en qualité d'investissement, c'est pas un gros mot, c'est ce que font les marchands. Ils achètent et ils vendent des tableaux tous les jours. C'est leur boulot d'immobiliser leur trésorerie pour acheter et vendre. La seule chose étant que cette classe d'actifs n'est réservée avec cette qualité d'investissement qu'à des grands galeristes, des grands marchands ou des très grands collectionneurs. Donc lorsque vous vous intéressez à ce marché en qualité d'investissement, vous avez 2 possibilités. D'abord, il faut absolument vous diversifier, et ça, c'est probablement ce que je dis toujours à nos clients. Mais si vous voulez vous diversifier tout seul, eh bien, un tableau de Picasso vous coûtera 4 millions, un tableau de Léger vous en coûtera 2, un tableau de Warhol vous en coûtera 3, etc., etc. Voilà. Et sinon, il y a nous, accessible à partir de 20 000 €. On s'est un peu éloigné des 20 000 balles. Oui, mais je crois que notre client moyen, il doit avoir à peu près de 100 000 € chez nous, donc il est réparti sur 3 ou 5 œuvres. Alors concrètement, ça se passe comment ? Il décroche son téléphone, il se connecte sur votre site internet. Comment est-ce que vous faites pour les accompagner dans l'achat, dans la compréhension, puisqu'on a compris que c'était aussi important, et dans la valorisation de ces collections ? Alors, chaque client est différent et ses aspirations ou son patrimoine est le reflet de ses aspirations. Donc, on a affaire à un client qui a des spécificités dans sa gestion, dans sa catégorie d'investissement. Chaque œuvre d'art étant unique, elle apporte à ses propriétaires des qualités différentes. Certaines œuvres seront, ou certains club deals seront pour ce client et d'autres ne le seront pas. On vous connectez sur matisse.club, vous souscrivez, vous demandez à vous connecter. Vous allez avoir un conseiller qui va vous contacter, qui va vous présenter, d'abord qui va vous écouter et qui va vous présenter les deals en fonction de ce qu'il considère être vos aspirations. Et ne croyez pas que vous allez trouver, j'allais dire, chaussures à votre pied tout de suite. Chaque deal est différent. Il y aura, pour sûr, dans les prochains mois, une offre qui vous conviendra. Merci beaucoup, Arnaud. Merci Cédric Decoeur. Arnaud Dubois et Matisse qui nous accompagnaient ce matin pour évoquer ce marché de l'art où on l'aura bien compris dans le regard et dans la voix d'Arnaud, c'est une question de passion. Nous, on va se passionner dans un instant pour un investissement peut-être plus habituel, l'immobilier, et on va s'intéresser au neuf notamment. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on rentre donc dans ce monde de l'immobilier neuf et on va essayer de voir qu'acheter sa première résidence principale dans le neuf, c'est peut-être pas une mauvaise idée, c'est peut-être un peu contre-intuitif, vous dites-vous. Eh ben, on va essayer de discuter de tout ça avec Vincent Bellassène. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour Côté Neuf. Sur le papier, c'est vrai qu'on se dit non, le neuf c'est plus cher, le neuf c'est à terme parce que souvent c'est VFA comme on dit, c'est sur plan, vente en l'état futur d'achèvement, etc. Et non, vous allez essayer de nous prouver qu'on peut se dire on va faire une bonne affaire dans du neuf, c'est ça ? Le but c'est pas de convaincre, c'est de prouver. Hein. Ouais. C'est bien aussi. Ouais. La première chose effectivement, c'est que le neuf c'est plus cher, c'est un préjugé
qui est pas infondé. Le neuf aujourd'hui, c'est des DPE A ou B, donc c'est 4%. En gros, des biens les plus qualitatifs sur le marché français, c'est les dernières normes d'habitabilité, c'est une garantie décennale. Et puis, c'est surtout des charges d'État qui sont assez élevées, avec une TVA de 20% sur les ventes de biens immo neufs qui n'existent pas dans l'ancien. Et donc, oui, le neuf, c'est plus cher. Le neuf, c'est 20 à 40% plus cher selon les secteurs par rapport à un bien similaire, presque dans la même rue. Mon idée, c'est de montrer pourquoi ça reste quand même intéressant financièrement, malgré ce différentiel de prix, d'acheter du neuf pour un primo-accédant, voire pourquoi il ne peut acheter que du neuf dans certains cas. Oui, parce que, et puis je rappelle juste pour compléter le tableau pas très glorieux, que le neuf, dès qu'on a poussé la porte d'entrée, ça devient de l'ancien. Ça devient du presque ancien, mais effectivement, en tout cas, c'est revendu dans les modalités de l'ancien. Depuis la loi climat et l'évolution des DPE, on a aujourd'hui 5% de différentiel de prix par l'aide de DPE. Donc, c'est plus vraiment de l'ancien, c'est de l'ancien plus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une bonne affaire dans ce cas-là ? Alors, déjà, c'est de regarder ce dont on a le droit. Quand on est primo-accédant, on a assez peu conscience de l'effet du financement sur notre bien immobilier et sur notre future mensualité. L'idée, c'est de regarder que le neuf, aujourd'hui, il est subventionné de deux façons, par l'État et par les banques. L'État, qui a un besoin de construction de nouveaux logements et qui a besoin de loger les primo-accédants et d'augmenter le parc locatif. Et puis les banques ont besoin de sécurité dans leur portefeuille de crédit et d'être sûr que finalement, le jeune primo-accédant qui va mettre tout son apport et s'endetter à 35% sur un bien en DPE F va pas se retrouver avec 30 000 euros de travaux de copro l'année suivante. Donc ces deux acteurs, en fait, vont pousser l'acquisition dans le neuf. L'État, par le prêt à taux zéro, la TVA réduite et massivement ça. Et puis les banques par des taux boostés, des compléments de prêt à taux zéro et des taux inférieurs au marché lorsque quelqu'un va acheter un bien, soit totalement rénové, soit neuf. Alors, déjà, le PTZ, ça marche comment ? Le prêt à taux zéro... Parce que ça a pas mal bougé. Ça a bougé dans le bon sens, pas beaucoup, ça n'a pas beaucoup bougé, mais ça a bougé dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout type de biens, donc les maisons, les appartements, qui sont en VFA ou en construction de maisons individuelles, et ça va être ouvert dans toute la France, mais avec des modalités différentes, selon qu'on soit en zone très tendue ou en zone peu tendue. Le montant du prêt à taux zéro, il va être défini selon les revenus de l'acquéreur, donc du foyer de l'acquéreur et des occupants du futur foyer. C'est pas parce que maman n'achète pas avec vous, ses revenus seront pas pris en compte. Si elle habite avec vous, ça comptera. Donc le revenu, la zone et le prix d'achat qui va aussi rentrer en ligne de compte pour éviter les opérations délirantes de gens qui n'ont pas beaucoup de revenus mais qui vont avoir une très très grosse donation parentale. Et alors, vous dites les banques aussi sont là pour, on va dire, fluidifier un peu, mettre de l'huile dans les rouages de ce marché. Toute seule ou est-ce que le primo-accédant il peut aussi compter un peu sur le promoteur qui se sera mis d'accord un peu avec sa banque Souvent, c'est plutôt de la communication. C'est-à-dire que les promoteurs vont dire « Ah, j'ai négocié une offre avec telle banque, moi, tout seul. » Mais en fait, elle existe de façon basique. Et donc, que vous passiez par votre promoteur, par un courtier en immobilier neuf comme nous qui va négocier ou même un courtier en prêt immobilier, s'il passe par la même banque, la plupart du temps, il aura cette offre boostée que la banque aura mis en place parce qu'elle a envie d'augmenter son niveau de bien vert et sécurisé dans son portefeuille de crédit. Bon, donc voilà quelques idées qu'il faut avoir en tête. Comment est-ce que derrière on travaille son investissement parce que j'imagine que les offres, enfin je veux dire, tout le monde a parcouru telle ou telle ville pour voir qu'il y a des chantiers, qu'il y a des bulles de vente, que... Là, c'est une excellente question parce que tout le business model de Côté Neuf repose là-dessus. Nous, on est courtier en immobilier neuf et l'idée, c'est qu'on va aller accompagner un accédant à aller regarder ce qui existe, donc dans les annonces se loger, basiquement, mais aussi tout ce qui va être retour de lot, donc des gens qui sont en refus de financement ou dont le refus de financement n'est pas encore connu, aller chercher ces lots-là, puis ensuite aller négocier avec le promoteur selon le stade d'avancement du programme. Au tout début du programme, le promoteur veut lancer, donc il va faire des offres. Avant d'avoir sa garantie financière d'achèvement, donc entre 30 et 50% du programme, il va faire de nouvelles offres. Et en fin de programme, il va en faire d'autres. Et donc, ce momentum-là est très important. Et nous, on s'en sert beaucoup pour négocier des opérations favorables pour nos clients. Je reviens juste sur le prêt à taux zéro. On parlait tout à l'heure de différence de prix d'une trentaine de pourcents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prêt à taux zéro, en moyenne, ça va faire rattraper entre 15 et 20% du montant de l'acquisition, donc du prix, en mensualité, et la TVA réduite, on parle de 14,5%. Donc on a presque effacé le... En tout cas, on a plein d'opérations où le client qui va acheter 30% plus cher dans le neuf, dans la même rue, va se retrouver avec exactement la même mensualité, voire un petit peu moins cher si on prend en charge le différentiel de charges de copropriété et d'énergie. Un
un auditeur, une auditrice ce matin qui se dit bah oui tiens, je vais regarder, elle se connecte sur Côté Neuf. Et, oui, directement. Ouais, directement. Ah oui, faut rien faire d'autre. Hein. Et mais il y a des pièges dans lesquels il faut pas tomber parce que vous nous parlez de la temporalité là, le moment du programme. Enfin, tout le monde a aussi vu passer ces offres mirifiques où on nous fait une ristourne d'enfer, où on nous paye la cuisine, et en fait on s'aperçoit que c'est le dernier appartement, quoi. C'est celui qui a pas été vendu. Alors est-ce que vraiment il faut l'acheter? Enfin, j'avoue qu'il y a des erreurs à pas faire. En ce moment, on a quand même sur le marché, c'est un marché qui a été en baisse forte dans les 2-3 dernières années. Donc, il y a certains promoteurs qui ont beaucoup de retours de l'eau parce qu'il y a eu beaucoup de refus de financement. Et donc, la règle habituelle, c'est de se dire que si on est sur une queue de programme, les 2-3 derniers logements, il ne faut pas les acheter parce que personne n'en a voulu. Donc, ils peuvent être pas chers, mais finalement, si personne n'en a voulu, c'est pas forcément une excellente affaire. Néanmoins, en ce moment, c'est un peu moins vrai. Il y a un petit peu plus de stock qu'on dit dur et donc qui est disponible à l'achat. Ça lève un petit peu le frein de la durée de livraison, parfois qui est un petit peu difficile à entendre pour les clients qui a 1, 2 ou 3 ans. Et donc, ça permet quand même de faire quelques bonnes affaires. Les pièges à éviter, c'est simplement les pièges commerciaux qu'on va avoir dans toute typologie de projet immobilier. Ne pas rentrer dans l'urgence. On est sur un projet important et donc il faut bien réfléchir à où on achète, comment on achète, bien structurer son financement. Chez nous, un délai de réflexion et d'achat en moyenne, il va tourner entre 45 et 60 jours. Si demain vous achetez en 7 ou 8 jours, sauf si vous avez déjà fait le tour du marché, que vous avez déjà calibré votre financement, c'est sûrement que vous allez un peu trop vite. Oui. Donc attention à ce... Bien réfléchir, ouais. C'est un engagement important. Comment est-ce que vous le voyez évoluer, ce marché neuf? Parce que c'est vrai que le marché immobilier, il a quand même beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Donc, comment est-ce que vous le voyez évoluer? Il y a toutes les contraintes environnementales qui sont de plus en plus prégnantes dans ce monde de l'immobilier. Alors, sur le côté neuf, on va dire, sans faire de jeu de mots, il y a un vrai sujet, c'est que l'investissement locatif s'est complètement écroulé. On a quasiment 80% de volume en moins. Les promoteurs sont en difficulté parce que ça représentait 50% de leur volume avant. Et on a la résidence principale qui prend le pas. Donc, on a le sentiment, en tout cas, qu'avec les aides d'État et les aides des banques, c'est la résidence principale qui va devenir le marché primaire du neuf pendant quelques mois ou quelques années, le temps que les pouvoirs publics décident de remettre quelque chose en place pour revitaliser, en fait, l'investissement locatif. Sur le neuf, en plus, si on doit aller demain, on a la Loisanne qui s'est lancée. Donc, zéro artificialisation nette. À partir de 2050, donc ça commence bientôt finalement. Et donc, on pense qu'il y aura plus de destruction, reconstruction et de construction en dents creuses de programmes neufs ou semi-neufs que de nouvelles constructions sur des fonciers libres. On revitalisera des friches existantes, industrielles ou de bureaux. On ira chercher des bâtiments trop peu efficients énergétiquement qu'on démolira. Mais a priori, le neuf de demain, c'est de la reconstruction. Quel message vous auriez envie de faire passer aujourd'hui, justement, à des primo-accédants qui entendraient votre enthousiasme pour ce neuf, etc., et qui se diraient peut-être qu'effectivement, sur ce site, il y a le comparateur qui va bien, qui va me permettre de... Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils ne se disent pas il va falloir que je négocie avec ma banque, il va falloir que j'ai trop d'obstacles financiers pour que cette opération soit réalisable. Le comparateur qu'on a sorti, c'est surtout un comparateur financier. C'est pour que les gens comprennent bien, tiens, quand j'ai tel budget, habituellement, j'ai tel revenu, telle charge, tel apport, combien je peux acheter dans l'ancien, combien je peux acheter dans le neuf et avoir une vision très claire du différentiel. Et ça, vous leur prémâchez tout le travail. Ça, c'est vraiment une page, en quelques clics, on peut savoir son budget des deux côtés. Après, nous, on va être accompagnateur gratuit du projet en relation avec leurs financeurs, donc soit leur banque, soit leur courtier en prêt immobilier, les promoteurs avec qui on va négocier pour eux, et on va les suivre jusqu'à la remise des clés. Donc l'idée, c'est qu'ils ne soient jamais tout seuls avec un service gratuit ultra qualitatif. Cette année, on a fait plus de 1000 opérations. Donc on est plutôt très content du service qu'on rend et les clients ont l'air aussi plutôt très contents du service qu'on rend. Donc évidemment, c'est un conseil un peu orienté. Moi, je suis ravi que les gens viennent nous voir, mais je leur conseillerais de se faire accompagner, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont peu compréhensibles pour le commun des mortels dans l'immobilier neuf, que ce soit sur la partie financement avec les différés, les intérêts intercalaires, etc., ou sur la partie modalité de livraison, travaux modificatifs acquéreurs, etc. On a besoin d'appui et de pédagogie pour pouvoir faire une opération. Et donc ça, c'est vraiment, vous leur prémâchez tout ce travail-là. Et on les accompagne. Vous arrivez juste avec votre petit post-it où vous avez marqué « je gagne tant, j'ai tant d'épargne disponible et j'ai
telle et telle idée, entre guillemets. Et vous faites réfléchir le client. Exactement. Il faut nous raconter votre vie pendant 1 heure quand même, parce qu'on a besoin de savoir où vous travaillez, qu'est-ce que vous voulez faire. En plus, ça remplace le psy, c'est exactement. génial. Comment vous vous projetez à 5 ou 10 ans. Voilà, l'orientation de votre investissement, vos enfants, les collèges. Enfin, on va très très loin dans la découverte. Le but étant de sélectionner les biens au mieux avant de vous les négocier. Le conseil que je devrais donner à un primo-accédant, c'est même pas autour du neuf. C'est de se dire, entre faire et pas faire, c'est ça le plus important. C'est que pour moi, aujourd'hui, c'est très difficile de constituer un patrimoine quand on est jeune parce que le coût de la vie augmente et les salaires augmentent un petit peu moins vite. Et en fait, ce qui fait passer quelqu'un de, on va dire, la classe pauvre à la classe moyenne, c'est la propriété. Et ça, nous, on y tient parce qu'on pense qu'il y a plein de gens qui pourraient devenir propriétaires dans l'ancien ou dans le neuf qui passent pas le pas par incompréhension. J'en profite, le neuf, c'est une belle opportunité pour les gens qui ont peu d'apports. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les frais aujourd'hui, ils sont de 10% dans l'ancien. Il faut quasiment les apporter tout le temps. Oui. 300 000 euros, c'est 30 000 euros d'investissement personnel de sa poche. Si on n'a pas ses parents aujourd'hui, qu'on a 28 ans, 29 ans, qu'on a payé son école, qu'on a son mariage à payer... 30 000, on ne les a pas forcément. Personne ne les a. Personne ne les a. Et aujourd'hui, le neuf, avec une négociation des frais de notaire offerts, par exemple, c'est quasiment 80% des opérations en 2024 chez nous. Des 2,5% d'apport, on peut faire une opération. Donc ce même bien à 300 000 euros, avec 6 000 euros d'apport, on peut l'acquérir. Là où dans l'ancien, sans certitude future, il faut 300 000 euros. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. Vincent Bellassène et Côté Neuf qui vous a donc convaincu, j'imagine, j'espère, que le neuf n'est pas forcément une mauvaise idée lorsqu'on est primo-accédant. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Merci d'être passé. Merci à vous. À très bientôt. C'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. Merci beaucoup de nous faire confiance chaque semaine. Et puis n'oubliez pas non plus l'autre grand rendez-vous, le grand rendez-vous de l'épargne. Ce sera vendredi soir à 18h sur l'antenne en partenariat avec Capital. Et on parlera encore de diversification, d'actifs tangibles. Et puis on répondra bien sûr aussi à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à nous les poser. Questions au pluriel @capital.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.